Bonjour et bienvenue sur En Conscience, le podcast qui partage des conseils et des interviews aux professionnels de l'accompagnement de l'humain pour réveiller votre pratique et votre posture d'accompagnant. Je suis Anne Monarol, fondatrice de l'école Vibre, et notre objectif est de vous offrir un espace d'exploration pour vous éveiller et vous développer en conscience. Si vous voulez faire un pas de côté et vous inspirer, abonnez-vous et retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de En Conscience. Je suis ravie de vous retrouver, je suis toujours Séverine Roussel. Cet épisode a été enregistré au mois d'avril 2024 et c'est pour cela que vous entendrez notre invitée faire référence régulièrement à une conférence qu'elle a donnée chez Vibre à Nantes. Je vous souhaite une excellente écoute, cette conversation a été passionnante. Bonjour et bienvenue chez En Conscience, c'est notre numéro du mois d'avril et nous sommes ravis de recevoir pour cet épisode Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle. J'ai envie de te laisser te présenter en fait parce que tu as un parcours riche et diversifié en tant qu'entrepreneur et j'aimerais si tu le veux bien que tu puisses nous faire part de ce parcours et puis peut-être comment, pour ne pas trop dévoiler, comment tu jongles en fait entre les différentes activités qui sont les tiennes. C'est pas mal, jongleuse comme première définition. C'est pas mal. C'est toujours une question complexe, se définir, parce qu'effectivement, je suis multicasquette, mais comme beaucoup d'entre nous. Alors aujourd'hui, ça donnerait, je suis Gaëlle Piton, femme de 42 ans, sophrologue, installée depuis, beaucoup trop d'années maintenant. Non, je suis sophrologue depuis 2011. Je suis également instructrice en méditation de pleine présence, coach, et puis je suis assez créative, donc j'ai aussi mis en place plein de choses en lien avec l'art et la sophrologie, l'art et la méditation. Et je suis autrice de 5, bientôt 6 ouvrages maintenant. Voilà, et je donne aussi des conférences et des formations. Donc voilà, je jongle, comme tu dis, c'est beau, jongle. Je suis une jongleuse. Ouais, c'est joli. Ouais. Hein ouais. Merci déjà pour cette présentation. Est-ce que, pareil, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, tu pourrais nous donner ta définition de la sophrologie? Alors moi j'aime bien dire que c'est une méthode ou une discipline psychocorporelle qui allie la respiration, le relâchement du corps et la visualisation. En fait j'aime faire simple, on y reviendra peut-être, moi je suis vraiment cette sophrologue tout-terrain, convaincue que la sophrologie est pour tous, donc j'aime aussi épurer de choses un peu complexes. Voilà comment je la définis. Merci beaucoup. Alors, dans ta carrière, tu as un certain nombre certainement, tu as eu peut-être, je vais mettre du peut-être d'ailleurs, du conditionnel, un certain nombre d'obstacles peut-être. Ce qui nous intéresserait en fait, c'est de savoir est-ce qu'il y a un moment donné où tu as décidé de passer de la sophrologie au coaching et puis derrière je décide d'écrire un livre, etc. Comment tout ça s'est organisé? Est-ce que c'est venu de manière spontanée et naturelle, ça s'est imposé, ou est-ce que c'est un parcours que tu avais déjà envisagé? Alors pour l'approche multi-outils, c'est venu quasiment au moment de l'installation, je dirais. Et peut-être même déjà dans les prémices, c'était dans la formation, parce que je sentais alors que la sophrologie déjà était extrêmement puissante et qu'il allait me falloir des années pour en comprendre, approfondir, et je ne cesse d'être surprise, même encore maintenant, enthousiasmée de la puissance de la sophrologie. Mais je sentais aussi qu'il me manquait, en tout cas dans la formation, il m'avait manqué des choses sur le questionnement, sur l'entretien. Et que tout naturellement, ça s'est arrivé plutôt avec l'envie de me former en tant que coach, parce que j'aime bien aussi me dire que la personne a les réponses et que nous sommes des catalyseurs de réponses, ça remet une certaine horizontalité entre nous et les personnes, je trouve. Et voilà, ça c'est venu comme ça. La méditation, elle était avant la sophrologie dans ma pratique personnelle. D'accord. Je suis bouddhiste en fait, alors Ouais. c'est pas du tout visible dans ma pratique de sophrologue parce que voilà, je suis pas prosélyte, mais bon, c'est quand même la pratique qui m'anime, donc j'ai ressenti aussi le besoin de m'y former de manière laïque plus tard, et je trouve que c'est un excellent complément. C'est très différent, hein, même si elles sont complètement associées parfois, malheureusement, mais je trouvais que pour l'attention, ramener son attention sur ne serait-ce que la voix, de là ou du sophrologue, c'est pas forcément évident au départ pour les personnes.
Sauf si peut-être on leur explique que notre esprit voyage et que c'est normal en fait, et qu'on peut apprendre à le ramener. Donc ça, c'est venu un petit peu comme ça, c'est en tout cas au niveau de l'outil. Après, le parcours de l'entrepreneur et voilà, jalonné aussi de... Je sais pas quand est-ce que j'ai vraiment décidé. Moi, j'ai été intermittente en fait longtemps, donc le switch n'a pas été un gap, tu vois. C'était pas sauter dans le vide parce que j'ai jamais eu de sécurité. Et je crois que tant mieux, parce que je vois aussi que des personnes qui ont une activité salariée, parfois ça peut être difficile aussi de dire je vais être dans un truc un peu inconnu. Insécure dans un premier temps. Voilà, où il y a beaucoup de choses à travailler sur la sécurité. Mais voilà, moi j'avais toujours ce profil très créatif en fait, donc j'ai trouvé ma place comme ça. Mais la posture entrepreneuriale ne cesse d'être au travail chez moi. Ça c'est sûr. Et encore maintenant, hein. Enfin, ouais, et ça s'arrêtera jamais, je crois, et c'est tant mieux. Et donc... Là, tu vois, en venant ici, je réfléchissais à ça parce que je me questionne beaucoup sur cette, voilà, en ce moment, sur cette posture entrepreneuriale, justement, c'est rigolo. Et je me disais que, déjà, il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat, donc on apprend un peu sur comme ça, au feeling, enfin pas au feeling, mais... Et que, en fait, j'étais en train vraiment de comprendre dans ma chair et dans mon expérience que je suis tout le temps entrepreneur, que ça marche ou que ça ne marche pas, en fait. Oui. Et que peut-être, et ça c'est une question peut-être au moment de la conférence, si elle m'est renvoyée, ça m'intéresserait, peut-être que je vais davantage communiquer aussi sur les déboires, parce qu'en fait, beaucoup de personnes me font le retour de Gaëlle Piton, c'est la success story. Alors moi ça me fait marrer, parce qu'en fait si tu veux, je pense que c'est vraiment, c'est pas 10% de l'affaire, quoi. Mais effectivement, ce qui est visible, c'est les succès pour la plupart des gens, enfin, entre guillemets succès, hein, je fais des guillemets avec mes doigts, les gens ne voient pas, mais en fait pour ça il y a eu des tas de trucs que j'ai essayés, des tas de trucs qui n'ont pas fonctionné, ou en tout cas pas fonctionné, voilà, qui ont été des expériences, qui ne sont pas des échecs, qui sont des expériences. Et bah oui, forcément, plus tu en accumules, plus à un moment donné, tu as la chance que ça fonctionne. Donc oui, il y a encore, je crois, cette croyance d'un peu la success story. Non, et c'est aussi beaucoup de travail et c'est énormément de remise en question. Oui. Ouais, c'est intéressant justement cette remise en question parce que quand tu dis on teste, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, c'est une conversation que j'ai eue également avec Véronique Brown, qui n'est pas encore diffusée, mais qui a la même vision des choses, hein, en fait, et de se dire ok, je teste et puis on voit, et puis des fois ça marche pas. Et parfois, ça nous apprend beaucoup de choses. Exactement. Ouais. Et puis alors, tu as ta deuxième partie de question, c'était aussi sur comment les livres arrivent là-dedans. Alors moi, je suis quelqu'un qui donne énormément de coups de main. Gaëlle, ça veut dire générosité. Donc je crois que c'était dans mon prénom, dans mon ADN. Et j'insiste là-dessus parce que je trouve que même dans les parcours entrepreneuriales, c'est très individualiste et nous sommes dans quelque chose plutôt de communautaire, plutôt dans le collectif. Et en fait, moi, j'ai rendu des coups de main, tu vois, une femme, une journaliste qui écrivait un livre sur le divorce et qui voulait en fait avoir une expertise d'une sophrologue pour donner des petits exercices pour l'annonce, pour les familles, pour les enfants. Et j'ai adoré faire ça, je le fais totalement gratuit. Et c'est elle qui m'a dit, t'as vraiment un truc à dire, ta vision de la sophrologie est super intéressante, je vais parler de toi. Bon ben voilà, je vais parler de toi. Maintenant, je me méfie, parce qu'à chaque fois, ça m'a donné des projets. Mais n'hésitez pas à ouvrir, en fait. Je voudrais dire ça aussi aux auditeurs, n'ayez pas peur, parce que c'est vraiment ça, la circulation de l'énergie, c'est donner-recevoir. Alors ça paraît un peu bateau comme ça, mais vraiment dans mon parcours, parce que jamais j'aurais fait d'un bouquin. Sinon, j'ai toujours beaucoup écrit, j'ai un parcours littéraire poussé, j'ai fait Hippocane, tu vois, c'était quand même... Mais l'élan, il m'a été donné parce qu'on m'a aussi donné l'autorisation parce que c'est une question d'autorisation, tout ça. Et que tu t'es offert l'autorisation. Exactement, aussi. Et qu'après j'ai travaillé dans la matière pour ça. Parce qu'à un moment, il n'y a pas de secret aussi. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Voilà, c'est peut-être trop parfois, ça c'est un autre problème, mais oui, les choses n'arrivent pas par hasard. Et je suis quelqu'un qui travaille énormément sa posture. J'ai une espèce d'exigence du travail sur moi en permanence, mes zones d'ombre, ce qui n'est pas agréable surtout. Hein, c'est aussi le sujet de la conférence que je donne au sein de Vibre, parce que moi, le désagréable, c'est très important. Je traverse mes déserts, j'affronte mes peurs, et je crois que c'est ça qui fait que ça permet de rayonner, en fait, enfin, entre guillemets, hein, d'aller plus loin, porter la parole, d'oser, de me challenger, quoi. Merci.
Donc tu disais, là, tu as fait Cagne, Hippocagne. Comment tu es venue à la sophrologie du coup et au bien-être, si on peut le nommer comme ça, parce qu'on s'est un peu galvaudé, mais en tout cas, à cet univers presque, je préfère moi le mieux-être. Le mieux-être, je suis assez d'accord avec toi. Alors moi j'aime bien le dépouillement personnel aussi, c'est encore autre chose. Merci, j'adore. Ouais, ça c'est le chemin que j'ai de plus en plus à me dire, il faut mieux avoir peu d'outils et les avoir bien. Mais bon, c'est un autre sujet. Bah écoute, moi tout ça, ça part d'une passion contrariée. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse. Mais vraiment très fort, c'est-à-dire que j'étais la gamine qui danse tout le temps, qui vit danse, mange danse, vibre danse. Bon, et pour tout un tas de raisons, et je leur jette absolument pas la pierre et je le comprends aisément, mes parents, ma famille, mon entourage n'étaient pas très d'accord, c'est une carrière qui est risquée, j'étais bonne à l'école. Ça peut. Voilà, je le raconte parce que je crois que ça fait écho à pas mal de gens, alors si c'est pas la danse, c'est un autre interdit, tu vois, donc ça a engrammé une certaine croyance en moi, parce que l'argument que je retiens, ou un des arguments qu'ils m'ont donné, c'était tu n'as pas le corps d'une danseuse. Donc ça véhicule, tu imagines bien, à l'adolescence et tout ça, une image de moi qui est quand même vraiment compliquée, qui continue à l'être, enfin qui est largement moins, mais je pense qu'on a toujours du chemin à faire sur son propre chemin. Mais voilà, mais c'est quand même là, donc je fais ce chemin de bac S, bac scientifique, parce que voilà, j'étais bonne à l'école, Hippocagne, Cagne. Alors j'adore les lettres, je me suis aussi conformée, tu t'es aussi fait plaisir sur ces études-là. Oui, je ne regrette pas, et puis je vois le terreau que ça me donne quand même pour écrire maintenant. Et puis je viens de Nancy, moi, donc j'étais en province, et puis je suis partie ensuite à la Sorbonne, donc je suis arrivée à Paris. Et à Paris, alors c'est pas pour faire du parisianisme du tout, mais il y avait aussi une ouverture sur plein d'autres gens, plein d'autres formes, comme c'est hyper anonyme et que finalement les gens ne se regardent pas, c'est aussi la possibilité d'être vraiment qui tu es. Et je commence en maîtrise un sujet sur les danseuses, et puis je commence ma thèse sur les portraits littéraires de danseurs. Bon, la danse revient clairement, et moi je suis pas heureuse dans ce que je fais, pas heureuse, je sens que si tu veux, si je continue le parcours, je vais être enseignante, prof de fac, c'est ça les débouchés, et que ça j'ai pas envie de le faire. Et qu'en fait là je comprends que moi c'est la danse. Alors c'est pas du coup bosser tout de suite en tant que danseuse, c'est même pas le projet, mais je plaque tout. Là il y a eu vraiment un truc très tranchant et qui est assez radical, comme je sais l'être quand je sens que c'est pas la juste route. Et je me dis, moi, je bosse avec les danseurs. Donc, je plaque tout. Je vais à Pôle emploi, à la NPE à l'époque. Demander... Si j'ai déjà dit mon âge, c'est fichu. Je suis grillée. en suppliant qu'on me donne un contrat pour bosser avec des compagnies de danse qui sont sous forme associative, donc qui n'ont pas d'argent. Donc, j'ai la chance d'avoir un seul critère auquel je réponds, c'est que j'ai moins de 26 ans. Sinon, c'est des contrats d'insertion. Évidemment, je ne suis pas du tout là-dedans. Et donc je fais le pied de grue jusqu'à ce qu'on me dise ok, on va vous donner votre contrat aidé là parce qu'on va fermer la NPE de toute façon. Et je commence à bosser avec les danseurs. Donc je fais de la prod, la diffusion, la production, diffusion, j'écris les notes d'intention, j'accompagne les danseurs en tournée. Et là je suis confrontée à des grands moments de stress, d'anxiété des artistes, parce qu'en plus le corps, tu vois, le corps... qui parfois vieillit, la panne sèche pour savoir au moment de la création qu'est-ce que je vais dire, la peur, le retour, il y a énormément de choses. La sensibilité. L'hypersensibilité, l'ultrasensibilité, la haute sensibilité des artistes. Et je me dis, faudrait vraiment qu'un jour j'ai un truc, un outil. Et ça reste une question. Tu sais, un peu comme Caicedo, se poser la question de la conscience, moi c'est quoi mon outil, c'est un peu moins funky, mais... Et puis parallèlement à ça, donc là il y a vraiment cette carrière qui se développe pour moi. Et comme j'ai fait Hippocagne, la Sorbonne, tout ça, il y a la Fédération française de danse qui m'approche et qui me dit on cherche quelqu'un, une journaliste, est-ce que tu serais OK d'écrire des portraits de danseurs? Donc là, je rencontre Patrick Dupont, Pietragala, je suis hyper à mon aise, donc je deviens journaliste, ce que je suis toujours, spécialisée danse. Et on me propose aussi un direct à la radio. J'adore, c'est pour ça que j'adore faire un podcast aujourd'hui avec toi, parce que j'adore ce média, je trouve ça génial, la voix, il y a vraiment un truc... Sauf que j'ai la trouille, un direct. À l'erreur, tu vois, tu ne peux pas faire de montage. Non, c'est ça, il n'y a pas de post-prod. Exactement. Et en même temps, j'adore ce jeu-là. Et je me dis, je vais aller me faire aider, donc je vais voir une sophrologue. Et ce jour-là, je comprends que l'outil que je cherche, c'est vraiment ça. Mais je veux me former que pour les danseurs. Je ne veux pas du tout être sophrologue.
bien sûr. Donc quand j'arrive à l'académie du docteur Chenet, je lève la main en disant moi je viens ici mais je ne serai jamais sophrologue. Tu vois un peu l'admiration du truc quand tu vois le parcours. Mais voilà, c'est un parcours. Ouais, exactement. Et la formation est une formation longue, je traverse plein de choses et je me dis non mais moi en fait je crois que j'ai pas envie d'aider que les artistes, j'ai envie d'être avec les ados, avec toutes sortes de personnes et je commence à me reconnecter moi-même aussi à mon propre corps, à sentir qu'avec la visualisation, je peux me visualiser en train de danser sur une scène, que c'est possible, ce que je commence à faire, enfin voilà, les choses s'enchaînent comme ça. Et donc je renoue moi-même avec mon propre corps parce que je pense que sinon tu peux pas accompagner non plus sur un chemin comme ça. Et là je me dis mais en fait je veux vraiment être sophrologue quoi. Et c'est ce que je vais faire, je vais garder une spécialisation sur les artistes mais donc voilà, tu vois, donc le chemin il se décide et puis en même temps il y a les opportunités quoi, il y a vraiment des choses qu'on décide pas et c'est très bien comme ça aussi. C'est ça, c'est la fluidité quand on s'ouvre à soi-même d'une part, du coup on s'ouvre au monde à l'extérieur et on a des opportunités qui se créent, qui se présentent à nous et qui nous font bouger dans notre parcours initial. C'est ça, et puis de sentir, son corps il le sait, voilà, c'est ce qu'on dit tout le temps en tant que sophrologue, il sait, il ne ment jamais. On ne sait juste pas l'écouter et moi je sentais que j'étais vraiment à ma place quoi, que ça m'enthousiasmait donc c'est drôle de voir qu'au départ sur la promo je crois qu'on est vraiment 2 ou 3 à exercer là encore maintenant et tu te dis cette jeune fille qui a levé la main en fait elle fait partie de ces 3 là quoi. Donc c'est magique. C'est hyper enrichissant et inspirant en fait de se dire qu'on peut partir au départ avec un projet qui finalement n'est pas du tout le même à l'arrivée et c'est la vie en fait tout simplement et la sophro nous permet ça justement. Oui et puis c'est aller connecter un autre canal quoi, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti et pas seulement le plan de carrière quoi, c'est-à-dire que bon bien sûr que c'est bien d'avoir les deux mais voilà donc ça s'est aussi imposé à moi et puis voilà que ce soit au direct à la radio, d'être avec les gens en présence, c'est une comme on dit, une zone de génie, alors j'aime pas trop le mot, mais c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire un moment où c'est fluide, où t'as pas d'effort à faire. C'est possible d'exercer comme ça. Moi j'aime bien la zone de liberté. Oui, voilà, moi c'est ça, cette zone de liberté dans laquelle en fait on peut tout s'autoriser, parce que c'est aligné, c'est fluide, et que du coup c'est juste, donc ça fonctionne. Et ça m'amène justement à une question autour des valeurs, que je présuppose que... tu vois, comme nous tous, en tout cas pour ceux qui travaillent dessus, étaient convoqués. Pour toi, les valeurs fondamentales d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse, ce serait quoi ? La liberté, ça va vraiment être... et c'est pas si simple, parce que justement, et ça tu vois, c'est très en question... J'ai plus de 10 ans d'entrepreneuriat maintenant, et là en ce moment, c'est la question que je me pose, c'est-à-dire, est-ce que vraiment je suis complètement libre dans ce que je suis en train de faire ici et maintenant ? Et donc, comme quoi c'est toujours en questionnement. Donc, l'audace, j'aime beaucoup ce mot, je trouve ça demande, c'est un peu mutin comme ça demande l'audace et la persévérance. Il y a quelque chose qui chez moi ne lâche pas quand je sais que c'est juste pour moi de le faire et que ça va aussi nourrir, ça va contribuer. Contribution, c'est pas une valeur, mais ça c'est aussi très important. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer la sophrologie en milieu scolaire, par exemple. Sans persévérance, je n'aurais jamais pu faire ce projet en Seine-Saint-Denis sur 7 ans. C'est hyper intéressant ça, cette notion de persévérance, parce que parfois quand on vient travailler sur soi, quand on vient se questionner, quand on vient vraiment profondément dans la connaissance de soi, c'est pas facile en fait, très clairement. Pour le coup, c'est le sujet de la conférence de tout à l'heure. C'est pas agréable. C'est pas agréable, voilà, c'est même, ça crache. Et du coup, on peut être tenté d'abandonner, et certains même d'ailleurs abandonnent, et c'est juste pour eux à ce moment-là, c'est complètement légitime. Mais pour autant, quand on a cette capacité à aller au bout et plus exactement à persévérer, en fait, j'ai l'impression que ça change considérablement la donne. Bien sûr. Et dans ton expérience, là, tu veux bien nous en parler ? De celle de Seine-Saint-Denis, qui est quand même, ça je dois beaucoup à cette expérience. Donc le parcours m'emmène en tant que... mon parcours personnel, on emménage à Saint-Denis avec mon conjoint et ma fille. Enfin, ma fille qui n'était pas encore là, mais voilà, mon conjoint. Et donc, j'ai très envie d'installer mon cabinet à Saint-Denis, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de sophrologue à Saint-Denis à l'époque où j'arrive. Et on me dit, non mais Madame Piton, la sophrologie, c'est pas pour les gens d'ici.
Ben non, voyons. Donc là, c'est le moteur. Moi, tu me dis ça. Ouais. Parce que je me dis, mais... Et là, je m'interroge sur la sophrologie. Je me dis, attends, Caicedo, bidonville de Bogota. Je dis pas que Saint-Denis est un bidonville, c'est pas ça. Non. Pourquoi c'est pas pour les gens d'ici? Comment on arrive à dire ce truc bobo, méprisant? Parce que alors ça, je suis très tu vois, tu sens ma saine colère. Mais vraiment, c'est un sujet qui me touche énormément. Ouais. Et donc, je me dis, ok, on va voir. Donc, je m'installe en Seine-Saint-Denis, j'ouvre mon cabinet. Et surtout, j'ai envie de montrer que la sophrologie, elle a aussi besoin d'aller vers les gens, qu'il faut l'installer partout, dans les maisons de quartier, dans les musées, à l'école. Et l'école, ça vient après parce que la ville de Saint-Denis cherche une personne qui a la double expertise en sophrologie et en méditation. Et il se trouve que c'est mon cas pour lutter contre la violence à l'école. Donc, on n'est pas dans la sophrologie béni oui, hein. On est vraiment sur des zones d'éducation prioritaire où il y a de la grande violence, beaucoup de trafic de drogue, voilà. Donc c'est pas le contexte hyper facile. Et je me dis, ok, j'y vais. Je sens l'appel, vraiment. Je sens que je peux être cette personne-là, mais alors que je n'avais pas forcément envisagé, tu vois, de travailler forcément avec les collégiens. Oui. Mais bon. Oui, qui est un public en plus à cet âge-là. Enfin, le collège, c'est difficile. Ah, oui, c'est difficile, oui, hein, peu importe où on se trouve. Exactement, c'est un âge. Mais en même temps, en termes de schéma corporel qui bouge, d'émotions, de confiance, on a quand même de quoi se former là, bien sur le terrain. Et donc, et je me dis, pour que ça fonctionne, ça c'est ma vision, il faudrait que j'arrive à faire travailler les élèves, les enseignants et les parents. Je suis très utopiste. J'assume complètement. Ouais. Je suis aussi impatiente, donc j'ai dû travailler ça parce que quand j'arrive, les profs veulent pas du tout veulent pas du tout entendre parler de ça. Il y a beaucoup d'idées reçues encore, et là je me dis, purée, avec tous les trucs qui existent sur la sophro, les livres qui se déploient, comment est-ce qu'il peut y avoir des croyances, que c'est un truc de gourou, qu'on utilise à la fois des pierres, je dis pas du tout ça, enfin, j'ai rien contre les pierres, j'adore ça, mais c'est pas le travail, quoi. Et en fait, je me dis, ok, je vais déclencher des expériences. Parce que pour contrecarrer une idée reçue, il faut déclencher des expériences. Donc j'ai la chance quand même d'avoir un collège et un principal que je remercie énormément, qui me fait confiance, qui me dit, Madame Piton, vous avez carte blanche. Donc j'arrive en fait à, entre guillemets, obliger les élèves à assister à une première séance. Et je leur dis, à l'issue de cette première séance, je vous présente ce qu'on va faire, je vous présente les cycles. Vous pouvez vous inscrire ou pas. Et là, les profs et le principal même me dit, vous prenez des risques parce qu'ils ne vont pas venir. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi je me dis, s'ils sentent que c'est aidant et qu'ils ont le choix, et que c'est la première fois qu'on leur demande peut-être un choix en conscience, évidemment que je n'ai pas envie de convertir qui que ce soit. Il y a des gens qui, ça ne va pas vibrer, ça ne va pas résonner, mais peut-être qu'il y en a. Et en fait, le truc prend, prend vraiment. Et heureusement, parce qu'il y a des indicateurs de résultats, tu sais, dans l'éducation nationale, mais nous en sophrologie c'est compliqué parce que ça se mesure pas ici et maintenant, enfin ça peut se mesurer dans des années. Mais il se trouve que les cas les plus difficiles de gamins, ils se bagarrent moins. Ils se bagarrent moins, il se passe un truc, quoi. Et ça donne envie aux adultes. Je raconte ça dans un TEDx que j'ai fait en 2019 parce que Saint-Denis, j'ai eu vraiment envie de documenter ça parce que je savais aussi que si j'arrivais à faire ça à l'échelle d'un collège, ils allaient se dire, en Seine-Saint-Denis, il y a une sophrologue qui a fait ça, donc ça allait ouvrir les vannes à tous les sophrologues de France. Moi, il y avait vraiment ça, j'avais vraiment envie d'ouvrir les trucs, quoi. Tu fais de toute façon la promotion de la sophrologie au sein de notre quotidien et la vulgarisation aussi. C'est ça, exactement. Justement pour sortir de ce truc un peu... Tu as complètement raison, et démocratisation n'est pas un sale mot dans ma bouche. Je trouve que c'est une mission qu'on a en tant que sophrologue. Vraiment. Exactement, Parce que c'est pas possible qu'il y ait des gens qui sentent à côté comme ça, pas par croyance. Donc, et voilà, et donc ça prend, et puis ça prend 7 ans. 7 ans, et la finalité de ça, c'est que j'ai un bureau dans le collège, et que tout le monde s'y met, et que je forme les profs et des élèves ambassadeurs. 7 ans. Donc là, je peux te dire que la persévérance. T'es obligée. Parce qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des croyances, des gens qui ne me saluaient pas au rendez-vous, tu vois, parce que j'étais sophrologue. Donc il faut accueillir vraiment ça, c'est-à-dire accueillir de là où est la personne, et que c'est ok en fait, mais de lui dire, essayez. Voilà. Et je pense que les gamins, ils étaient aussi dans cette observation, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle est dans les couloirs. Ils ont la curiosité aussi. Et puis de toute façon, ils te scannent, je vais te dire. Oui, bien sûr. Là, honnêtement, j'ai des souvenirs où j'étais vraiment seule au monde, tu vois, avec mon bol, parce que j'ai un bol tibétain pour faire sonner le début des séances. Et là, je me suis vraiment dit, tu vas leur montrer ce que tu as dans les tripes. Et c'est juste, en fait. C'est-à-dire qu'ils me jugeaient sur pièce.
Ils jugeaient ma posture de sophrologue. Et ça, Ouais. je peux te dire que ça m'a aidé. Ça m'a fait gagner un temps fou, en fait. Ah, bah, j'imagine, parce qu'en ouais. fait, les jeunes de cet âge-là sont sans concession Exactement. Ah ouais, puis sans filtre. Hein. et sans filtre. Il y a Voilà. pas de... Donc, effectivement, en termes de posture, Ouais. c'est peut-être pas forcément facile tous les jours, mais là, la persévérance, c'est pareil. Et l'audace. Oui, c'est ça. Et l'audace aussi, hein. Et D'aller puis, à la rencontre de ces publics-là, d'aller forcer les portes. Oui, aussi. et puis la gratitude, parce que franchement, je leur dois tellement. Je t'assure, hein, tu peux me mettre devant n'importe quel groupe. Oui. J'ai plus peur de rien. Bah oui. Parce que vraiment, j'ai traversé des trucs où tu te dis, donc je vais faire ça aujourd'hui, puis en fait, bah non, en fait, on va pas du tout faire ça. Ou l'adaptabilité Ouais. sophrologique. Là, Oui, là, voilà, c'est vraiment... et donc ça, j'ai eu à cœur de le transmettre, quoi. Et aussi, tu vois, la conférence que je donne ici, elle va parler aussi de ça, parce que c'est pas agréable, parce qu'on n'est pas dans des gamins qui ne bougent pas, ça saute partout. c'est ça. Mais ce qui compte, c'est ta posture, comment toi tu la tiens, et c'est ça qui en fait irradie après. Donc ça m'a demandé vraiment un recentrage énorme. Mais je leur dois beaucoup. Hein. Ouais, je suis hyper chanceuse d'avoir eu cette expérience. Ouais, vraiment. Ça s'entend et Ouais. ça se voit. Ah ouais. Parce que moi, je suis Mais en même face pour de moi. écrire après, tu vois, parce que je me dis, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle La méditation, c'est la vie. Le deuxième, c'est le grand guide de la sophrologie au quotidien. Donc je vais démocratiser. Donc tu vois, c'était... Et je me suis dit, je vais l'écrire pour que eux, ils puissent aussi le lire. Et que les sophrologues puissent le lire. J'aime bien être un peu grand écart, on me dit en même temps. Et franchement, je suis contente parce qu'il a eu l'écho chez les deux. C'était pas gagné, hein, parce que de rester soit dans la communauté un peu d'entre-soi, ou alors dans un truc qui n'est pas l'essence de la sophro, c'était en parler simplement tout en gardant la puissance. Mais sans cette expérience en Seine-Saint-Denis, j'aurais jamais pu écrire ça. En tout cas, ça aurait été plus compliqué, peut-être. Ouais, c'est pas mon chemin, visiblement. Mais c'est pas ton chemin, ouais. Et merci, parce que tu fais une transition parfaite sur la question suivante que j'avais envie de te poser, au travers justement de tes interventions qui touchent différents publics, parce que là, voilà, il y a les interventions en collège à Saint-Denis, il y a les conférences, il y a tes livres, il y a Pardon. Par le journalisme. Le journalisme, merci. L'émission AVC Talk également. Donc voilà, tu as un public qui est vraiment très diversifié. Et comme on le disait tout à l'heure, en fait, l'un de tes fers de lance, c'est de faire la promotion de la sophrologie au sens large pour le grand public. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Et qu'est-ce que c'est quoi l'impact que tu as envie d'avoir par rapport à ça ? C'est une excellente question, et alors elle bouge en fonction des années, mais là, quand je te réponds ici et maintenant, moi j'aime bien ouvrir la voie. Tu vois, il y a quelque chose, alors c'est pas du tout présomptueux, parce que c'est très dur, c'est-à-dire j'ai des idées parfois, mais je pense parce que je suis quelqu'un qui a évolué dans le milieu artistique, créatif, un peu d'avant-garde, au sens un peu en avance, et c'est pas confort, vraiment, c'est un truc où des fois j'aurais bien aimé que ça s'arrête, mais non, parce que personne n'y est allé, donc voilà. Et du coup, au départ, tu sais, le livre Le grand guide de la sophrologie au quotidien, je me suis pris des salves de la part des sophrologues. Ça a été très dur, parce que bon, après je comprends, j'accuse personne, mais je me suis dit, et si je fais ça, je vais m'asseoir à mon bureau tous les jours pour faire un grand guide qui va aussi vous aider, en fait. Bien sûr. Je comprenais pas la jalousie aussi, ça c'est un autre sujet, mais c'est un truc que j'étais complètement naïve, en fait. Je vais ouvrir la voie parce que moi j'aime créer des choses et ouvrir des possibles. Tu vois, j'ai créé aussi les slow visites dans les musées. Oui. Donc, et là je crée encore d'autres choses, et j'en crée pour les années à venir, pour faciliter le chemin. J'ai envie que ce soit plus facile, et je sais que le fait d'avoir ouvert un peu dans les portes de l'éducation nationale, alors qui régulièrement se ferment et s'ouvrent, là encore, voilà, au gré des personnes voilà, qui s'occupent de tout ça, comme c'est très pyramidal, que c'est aussi très violent. Il y a aussi du n'importe quoi qui se développe dans le milieu du développement personnel. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est très dur aussi pour moi à vivre, mais moi, je m'en rends compte. Donc, ouais, ouvrir et puis élargir, quoi. Élargir et faire vivre l'expérience. Donc, les livres, ils permettent d'avoir une audience aussi plus grande, par exemple. Mais le travail reste le même. C'est pour ça que j'aime aussi retourner dans les maisons de quartier, là où ils s'en foutent que Gaëlle Piton ait écrit des bouquins, en fait. Oui, exactement. C'est le terrain. Et je garde toujours en tête que, quelle que soit la personne, ça reste un humain. Donc, en fait, c'est ça, c'est à l'humain que je parle. Donc,
Et tu sais, dans le bouddhisme tibétain, on dit que, alors moi j'ai pris ce qu'on appelle le chemin du bodhisattva, c'est-à-dire un bodhisattva, c'est la personne qui œuvre pour le bien de la communauté. Donc j'ai vraiment ça qui m'anime en fait, de faire des choses, non pas pour ma gloriole personnelle, mais si elle peut servir en fait à ouvrir, et qu'on parle de la sophrologie, et qu'on en parle bien, parce que j'ai aussi écouté beaucoup d'interventions où je me suis dit, non, mais on a une responsabilité, chers sophrologues, j'ai envie de m'adresser à vous. Votre discours sur la sophrologie, mais peaufinez-le, hein, remâchez-le. On est responsable pour tous les collègues, de notre posture aussi. Bien sûr. Pour toute la communauté. Ouais. Donc ça, voilà, je me vois bien comme ça, écrire des choses, écrire des espaces. Et j'aime bien aussi réconcilier des milieux. Tu vois, je vois qu'avec l'éducation nationale, il fallait à la fois communiquer de façon éducation nationale et façon entrepreneuriale. C'est très compliqué, bien sûr, les deux ensemble, parce qu'il y a des croyances. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. Quand j'ai fait Danser sa vie, l'émission, sur ABC Talk, j'ai mis un artiste et une personnalité du développement personnel ensemble. Parce que je trouve que sinon, ça crée des entre-soi. Oui, tu as raison. Enfin, c'est le cas. Hein. Et j'aime bien aussi, allez, tranquille, hein, tu sais, voilà. La sophrologie, il y a des gens, ils ne savent même pas ce que c'est. Il y a encore plein de choses à conquérir, plein d'endroits où aller. Restons un peu dans l'humilité, quoi. L'éternel débutant, tu vois, j'aime bien aussi cette notion. Donc, je ne m'installe jamais sur quelque laurier que ce soit. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a vraiment? J'en sais rien. Mais ouvrir la voie. Et avec le temps, les interviews, tu vois, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que je ne parlais pas tellement de moi. C'est compliqué pour moi de parler de mon parcours. Tu vois, là, bien dans ma zone. Maintenant ça va mieux, mais et c'est au moment du TEDx, quand on m'a demandé de faire donc une conférence TEDx où là tu pars de toi pour allumer des lumières, où j'ai compris en fait que je pouvais aussi inspirer des gens à suivre leur chemin, parce qu'ils disaient elle l'a fait. C'est ça, c'est possible en fait. Et c'est possible. Donc voilà, c'est ça que j'aime, ouvrir des possibles et dire bah tu vois moi je l'ai fait donc vas-y go quoi, mais lève tes croyances, travaille, persévère. Sois curieux, audacieux, mais c'est à ta portée si vraiment c'est ta place et que tu en as envie. Je crois que c'est possible. Ce qui m'amène à, d'après toi, et plus exactement aussi ton expérience pour le coup, tu vois, c'est quelles seraient les qualités, et tu as déjà un petit peu répondu, mais les qualités essentielles, fondamentales d'un entrepreneur. Alors là, après, nous, on s'adresse plutôt aux accompagnements de l'humain, les formateurs, les coachs, les sophrologues évidemment, les thérapeutes au sens large, mais pour être un entrepreneur qui est audacieux, presque, du coup j'ai envie de reprendre ça tout à l'heure là, quelles sont les qualités qui te paraissent les plus pertinentes et celles qui seraient intéressantes de travailler, parce que parfois on les a mais parfois pas, et donc on va les chercher. Déjà tout le monde peut pas être, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais je pense que là il y a aussi depuis le confinement, moi je vois aussi beaucoup de personnes qui sont formées, même en sophrologie, bien sûr, que j'ai en supervision, parce que là ça c'est pareil, c'est un autre cheval de bataille pour moi, donc, qui va répondre à la question. La supervision pour moi c'est travaille ta posture, c'est la clé en fait. Mais donc on va pas faire sophrologue parce qu'on a décidé qu'on aidait les gens, ça suffit pas en fait à faire un praticien. Donc quelqu'un d'entrepreneur, c'est quelqu'un qui va réfléchir à sa posture et qui va aussi rester connecté à son pourquoi, quoi. Parce que et c'est pas si simple de rester connecté, parce que tu as quand même aussi tout un tas de choses qui font partie de l'entrepreneuriat qui sont autres que la sophrologie quand on est sophrologue, soyons clairs, mais et qui va générer là c'est vraiment de la joie, enfin tu vois, qui va être tellement connecté à ça, qui va prendre soin aussi de lui dans son entreprise pour contribuer à quelque chose de plus grand. Donc moi je dirais le travail sur soi. Regarde tes démons, regarde tes dragons, n'aie pas peur, parce que c'est faire face à ça. Et ça on n'en parle pas assez. Non, alors qu'effectivement... Les blessures, c'est ça quoi. En fait, dans l'entrepreneuriat, et donc moi je vais parler d'entrepreneuriat de la sophrologie parce que c'est celui que je connais, si toi tu as une galère au niveau perso, tu divorces, tu déménages, mais c'est un leurre de penser que ça va pas se ressentir. Quand tu as une salve d'annulation de gens qui ne viennent pas, moi je dis toujours aux personnes, regarde qu'est-ce qui dépend de toi. Toujours. C'est-à-dire que c'est la question un peu clé pour moi, c'est de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, bien sûr, c'est dur. Moi, je ne vais plus sur les groupes Facebook, tu vois, de la sophrologie. Je suis malheureuse parce que ça ne correspond en rien à ce que je vis. Parce que c'est la plainte. Alors, je ne dis pas que c'est difficile en ce moment d'exercer ce métier.
Mais qu'est-ce que tu peux, toi, qu'est-ce qui dépend de toi? Tu peux te plaindre sur la difficulté du monde, la crise, oui, bien sûr, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire là-dedans? Et d'aller chercher ça demande du courage. C'est clair. C'est Énorme. l'objet du podcast du mois de mars, ouais, justement. ouais. Les choix, tu vois, la responsabilité. Bien Et sûr. du coup, assumer ses choix. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi et comment j'ai envie d'y aller. Et En puis plus, connaître ses limites. ouais. Tu vois, c'est-à-dire, on ne peut pas accompagner tout le monde. Non. C'est pas vrai. Mm. Pose-toi vraiment la question de qui tu n'auras jamais envie d'accompagner. Puis Ouais. ça peut bouger. Bien sûr. Que tu ne pourras pas accompagner. Et puis accepte de dire non quand c'est pas aligné. Très dur, très dur. Ça va quand c'est, tu vois, un petit truc, mais quand on te propose un énorme projet et que c'est pas aligné, dire non et dire stop, c'est très difficile. Faire la part des choses entre la réalité économique qui peut s'installer parfois et puis ce qui vibre pas pour le coup, là, à l'intérieur, mais qui serait délétère en fait pour les clients qu'on accompagnerait. Exactement. En plus, pour le coup. Et ça, c'est de la responsabilité aussi, c'est se dire je suis responsable de. Bien sûr. Donc ça, je crois qu'il faut le travailler dès la formation. Oui. Pour les sophrologues qui nous écoutent, les thérapeutes, les accompagnants, c'est indispensable. Sinon, tu fermes ton cabinet. Ah, mais cette posture d'accompagnant et d'entrepreneur, les pour deux, le coup, au-delà de l'expertise métier, qui là, est autour de la sophrologie, mais qui va concerner d'autres pratiques ou disciplines, la posture de l'accompagnant et de l'entrepreneur, effectivement, elle est absolument essentielle. Qui fait de vous aider à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire la supervision, mais aussi la compta, si tu sais pas. On ne peut pas savoir tout faire, c'est pas possible en fait. Et d'être ensemble, d'être dans une communauté de pairs, c'est très important. C'est ça, accepter ses limites. Qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je sais faire. Et voilà, bien sûr. Il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas les compétences et c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres qui vont avoir ces compétences-là, et puis si je les ai pas, peut-être je peux les apprendre. C'est ça. En fait aussi. Donc, Puis tes croyances, travaille tes croyances, tout ce qui te fait accepter des trucs, parce que dans le lien à l'argent, tu vois, qui est quand même une vraie question dans l'entrepreneuriat, tu retrouves des tas de blessures, des tas de choses qui n'ont finalement, entre guillemets, rien à voir avec l'argent, mais en fait qui sont à l'œuvre. Donc ça demande une exigence du travail sur soi, vraiment, d'aller voir, je crois que c'est ça. Et je fais ça en permanence, et je dis pas que j'ai tout fait, d'ailleurs je me dis il y a encore tout ça comme coup, je vois punaise, c'est quand même vachement fastidieux ce truc. Et j'ai pris conscience que c'était vraiment lié à mon activité et lié aussi à mon être, quoi. Plus que dans n'importe quel métier. Parce que je suis au cœur de ce que je transmets, que j'accompagne, et donc il faut que je prenne soin de moi aussi. C'est ça. Et puis on est notre propre matière, en fait, pour le coup. Ça peut être terrifiant parfois. Alors, on est bien d'accord, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, moi, en tout cas, aussi en tant que sophrologue pour le coup, d'être ma propre matière et de me remettre en question quand je me retrouve confrontée à des situations, mettre de la lumière à un moment donné. Même si ça fait des années que tu fonctionnes comme ça, à un moment donné, il y a une lumière qui s'allume et pour les années qui suivent, ça va être sympa. Ça demande beaucoup d'introspection et je pense que ça aiderait davantage, tu sais, les praticiens qui sont très orientés sur la concurrence. Oui, qui est saine. L'attention ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc si tu regardes l'autre, tu es en train de ne pas te regarder toi. Alors ramène l'attention sur toi et tu vas voir les solutions, elles sont en toi. C'est ça, exactement. Mais bon, c'est... Et ça se retrouve dans tous les parcours. Moi, j'aime beaucoup écouter les parcours d'artistes, les parcours d'entrepreneurs, parce que je me dis, je suis très inspirée comme ça. Tu as toujours ce genre de... Il y a des blessures qui ont été faites, qui ont été alchimisées, qui ont été transformées. C'est ton chemin, quoi. Donc, et puis, il se casse la gueule, il y a des faillites, et puis il y a des rebonds, il y a des... C'est sans fin. En fait, on est tout le temps en train d'être entrepreneur, quoi. Ben oui. Ouais. Quand on se lance, quand on décide à un moment donné effectivement de créer son entreprise, on se retrouve confronté à plein de situations diverses, à des pics de joie incroyables et comme des gros darmes. Voilà. Mais c'est aussi ce qui fait, à mon sens en tout cas, la richesse de ce parcours-là, qui nous fait grandir. Donc, puis tu vois, il y a cette question qui est peut-être un peu subsidiaire, mais que moi je me pose beaucoup en ce moment, c'est quoi la réussite pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Gaëlle Piton, de réussir? Quand est-ce que je vais voir? Est-ce que c'est gagner plein de fric? Non, pour moi c'est pas ça. Est-ce que c'est avoir une vie harmonieuse entre mon pro et mon perso? C'est plus sexy déjà pour moi, tu vois, parce que des fois on court, et j'ai pu le faire moi aussi, et je le referai encore. Des fois on peut se dire, attends, je suis en train de courir, mais après quoi là? Je me suis éloignée, donc là, tu reviens. Réancrage. Je me recentre, je prends du temps de repos pour un peu décanter, je vais marcher pour créer, quoi.
Ouais, et puis se retrouver soi et aller vers ce qui fait sens pour nous en fait. Et ça bouge. Et on en revient à qu'est-ce que je veux pour moi. Et ça bouge. Il y a des évidemment. trucs que j'ai plus envie de faire. Enfin, tu vois, le collège, je ne forme plus les enseignants parce qu'à un moment donné, non pas c'était plus important pour moi, mais j'avais déjà fait 7 ans d'un projet. Je me suis dit, c'est documenté, ça existe. Et moi, là, je suis à un autre trajet. Les livres m'ont amené autre part. Tu peux passer la main aussi. Voilà, exactement. Mais c'est pas évident parce que, bah oui, moi, ça me faisait vivre. Une forme de sécurité. Je bossais quand même beaucoup dans les collèges, tu vois. Mais il y avait toute une posture, et ça, c'est l'ego qui disait Gaëlle Piton, elle est spécialisée dans les collèges et tout ça, c'est la sophrologue en milieu scolaire. Mais là, si tu me dis ça, je vais te dire, ben non, en ce moment, je suis plus là, je suis plus à cet endroit-là. Et c'est très insécurisant que ça bouge tout le temps, mais c'est la danse encore, tu vois, je te l'ai recalé là. Mais je te le mets à toutes les sauces. Oui, mais ça montre aussi la capacité d'adaptabilité, en fait, et qui nous permet, il me semble que pour les entrepreneurs, l'adaptabilité, c'est pour le coup une qualité qui est essentielle, en fait, pour pouvoir bouger et puis surfer sur la vague comme c'est possible, en fait. Oui, puis qu'il n'y ait pas de te faire presser comme un citron et de t'ajuster, parce qu'il y a des gens que ça frotte, quoi, adaptabilité, mais c'est vraiment dans le sens adaptabilité sans oublier que ça part de toi. C'est ça. Ne pas être dans la suradaptation. Oui, c'est ça. Adaptation, pardon. Oui, complètement. Oui, là, c'est délétère pour l'être humain. Voilà, exactement. Bon, cette conversation est passionnante. C'est quoi tes projets? Alors, ceux que tu veux bien nous partager et qui ne sont pas confidentiels. Mais moi, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu aimerais pour la suite? Il y a des choses très concrètes qui arrivent, c'est-à-dire qu'après les slow visites, donc qui sont toujours des choses en binôme. Moi, j'aime beaucoup vraiment valoriser mon expertise, mais aussi celle des collègues. Alors justement, les slow visites, c'est uniquement à Paris aujourd'hui? Non. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a un super musée à Nantes. Il y a un super musée des Beaux-Arts à Nantes, exactement. Il est très très bon. Ça a été créé en 2017 à Saint-Denis, à un moment où la médiation dite sensible, qui en ce moment est en grand boom, n'était pas vraiment en grand boom. Donc on est aussi arrivé, c'est pour ça que je te dis, des fois c'est pas facile de défricher les terrains. Moi, je voulais vraiment pas seulement qu'on médite et qu'on fasse de la sophrologie au musée, mais de montrer en quoi ces pratiques-là pouvaient nourrir le discours artistique. Même si tu connais rien de l'œuvre, parce qu'il y a plein de gamins qui n'allaient pas de Saint-Denis au musée. Non, rentrer dans le musée déjà. D'avoir une rencontre sensible et de te dire, en fait, je suis capable, parce que je ressens. Donc maintenant, je fais ça un peu partout, dans des musées à Paris et en province. À chaque fois, c'est une nouvelle création avec un binôme. C'est-à-dire, je suis en binôme avec un médiateur ou une médiatrice. Et là, en septembre, je sors un livre à 4 mains pour la première fois. Mais plus qu'un livre, c'est aussi une expérience. Je travaille avec un musicologue. Donc, qui est spécialiste de la musique classique. Donc, l'ouvrage s'appellera Méditer avec la musique classique, mais bien sûr, Gaëlle Piton oblige, il y aura beaucoup de sophrologie dedans. On a créé des expériences, en fait, qui mêlent vraiment nos deux expertises pour voir comment ces outils-là permettent d'entendre davantage la musique classique et comment la musique classique, et ça, moi, ça a été le cas, tu vois, m'a permis vraiment encore plus d'approfondir mon outil. On a eu des moments, donc, il s'appelle Jean-Jacques Griot, ce musicologue. Et lui, il aime bien démocratiser la musique classique, donc on s'est bien retrouvés. Et une rencontre, tu vois. On signe nos livres chacun de notre côté, on fait une petite coucou, ça va, bon courage, et voilà, ça donne un livre. Donc ça sort le 12 septembre 24, là, on l'a rendu, tout ça, on est sur les maquettes. Et puis, moi, j'ai envie de refaire davantage de place à la danse. Je suis en train de travailler à vraiment établir, alors cette méthode, c'est vraiment un mot mochouille parce que ce sera en évolution, mais qui mêle justement la danse, la sophrologie, le mouvement, tout ce que j'ai pu, moi, tu vois, traverser, j'ai envie maintenant de le transmettre à d'autres sous une forme un tout petit peu plus élaborée, tu vois, un peu plus, je sais pas comment dire, c'est pas breveté parce que c'est pas ça, mais de vraiment me focusser en me disant c'est quoi que j'invente. De le modéliser peut-être, conceptualiser quelque chose qui t'appartienne en fait. Et parce que ça c'est déposé depuis longtemps, danser sa vie, et je pense, voilà, j'aimerais bien le transmettre après aux sophrologues, pas que, après... partir de la sophrologie et voir que notre respiration, c'est déjà tellement un mouvement qu'on a notre propre danse et remettre les gens dans leur mouvement de vie. Et ça, j'y travaille quotidiennement parce que j'ai senti un appel très très fort de mon âme qui disait maintenant, c'est maintenant, Gaëlle. Donc quand c'est maintenant, tu fais. Donc j'espère le déployer et le transmettre sous une forme un peu plus architecturée que celle-là en ce moment. Mais le mouvement est présent et essentiel pour moi de toute façon. Donc voilà, et puis continuer toujours et encore les projets.
et surtout transmettre, quoi. Les conférences, je trouve que c'est génial pour ça. Conférences immersives, bien sûr, toujours. Mais oui. Mais, donc voilà un petit peu les projets, et puis bien sûr, je suis en écoute de toutes les opportunités que la vie va m'envoyer. Mais voilà, c'est ça qui résonne pour moi. Et alors, justement, avec tous ces projets, alors les projets qui t'animent en ce moment, enfin en tout cas qui sont là vraiment dans la matière, ceux qui sont à venir, comment tu réussis à concilier la vie perso et la vie pro? Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce qui résonne finalement aujourd'hui pour toi. Alors, est-ce que j'y arrive totalement? J'en sais rien. En tout cas, j'y tends. Je suis quelqu'un d'assez organisé et j'ai bien compris par ma pratique de la méditation que l'attention, elle est fructueuse quand elle est sur une seule chose à la fois. Donc je partitionne énormément. C'est-à-dire que quand je suis sur l'écriture du livre, par exemple, déjà j'écris tous les jours, de 9h à 10h, c'est mon heure, comme une routine. Comme si je faisais du vélo, c'est un entraînement, parce qu'en fait, l'inspiration divine du livre que tu canalises, c'est 10% de l'expérience. On est bien d'accord que pour les sophrologues qui nous écoutent, l'écriture, c'est de la répétition viventielle. C'est ça. Si tu as envie d'écrire, les gens, c'est le fantasme de tas de gens d'écrire. Je me suis rendu compte de ça quand j'ai publié mon premier bouquin. Ça a attiré tout un tas de trucs auxquels je ne m'attendais pas. Mais pour moi, si tu as envie d'écrire, chaque jour, tu libères du temps. C'est ça, exactement. Mais toi, écris. Je suis assez présente pour ma fille parce que voilà, elle va avoir 10 ans, elle a encore, à 10 ans de moi, j'ai envie de pas louper non plus l'évolution, donc je partitionne vraiment mon attention. Donc quand je suis maman, j'essaie d'être un peu sur maman, quand je suis au travail, je suis un peu sur travail, et parfois, tu vois, comme venir à Nantes quand c'est les vacances scolaires, ça se chevauche. J'essaye aussi d'interroger de plus en plus mes limites, tu vois, quand je sens que le corps c'est trop, parce que j'ai une capacité à gérer le stress. Je suis sophrologue, mais des fois les cordonniers ont plus mal chaussé, mais j'ai pris conscience quand même que je suis capable de gérer une énorme dose de stress sans m'en rendre compte. Donc ça c'est un peu piégeux aussi parfois, faut faire attention. Donc là maintenant j'écoute vraiment, je me fais des points à moi-même régulièrement, tu vois, de me dire, et surtout je me connecte à mon pourquoi, qui me donne l'élan, qui me donne l'énergie. Et j'essaie de ramener de plus en plus. Alors pour ça, tu vois, je vais me faire accompagner d'ailleurs là-dessus. Je suis en train de me faire accompagner, c'est vraiment tout neuf, sur ma cyclicité en fait. Je me suis aperçue que tu peux pas faire autrement. Il y a des moments où il y a des gros flops, où tu vois, c'est l'hiver. Alors comme à la nature, on a besoin d'être un petit peu plus... l'énergie du printemps, les nouvelles lunes. Moi je suis au taquet quand on fait la nouvelle lune, je fais plein d'intentions, plein de souhaits pour me connecter à ça. Et je me dis, ça c'est intéressant de ramener cette idée des cycles, parce que tu peux pas tout taquer tout le temps. Non. Pas possible. Absolument. Donc voilà, après, j'essaye d'être vraiment là. J'essaye aussi de... je vois que ce qui est aussi... que ma fille me renvoie maintenant, c'est que des fois je culpabilise de me dire, oh là là, mais les livres, les dédicaces, tu vois, t'es pas là. Mais en même temps, ma fille, elle me voit épanouie dans mon travail. Elle voit que sa maman, elle s'amuse. Enfin, s'amuse, je suis pas tout le temps en train de rigoler, hein, mais quand même, j'ai beaucoup de joie à faire mon travail. Et je pense que ça, c'est pour un enfant, mieux vaut que tu passes vraiment le temps que tu as, que tu sois pleinement présent, mais plutôt qu'une quantité de temps où t'es pas là. C'est ça, du temps qualitatif. C'est ça. Donc ça, j'essaie de le préserver. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'essaie d'avoir ce reminder souvent. J'essaie par exemple de mettre en priorité, là elle fait une sortie vélo, tu vois, je suis accompagnatrice vélo de toute la classe, hein, c'est un super projet. Là, ça me demande de poser 2 jours pour faire ce projet, plus les entraînements, mais je l'ai mis d'avance dans mon planning. Donc le reste se met autour. C'est ça. Tu vois. Donc de prioriser. Mais je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais j'essaie en tout cas de m'efforcer à le faire. Voilà, j'ai un choix, j'ai qu'une enfant, j'ai une fille, voilà, parce que c'est un choix, parce que j'ai vraiment eu envie d'en avoir qu'une, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas tout un parcours galère par rapport à ça, donc voilà, comme on peut accompagner beaucoup en sophro, donc j'essaie d'être là, vraiment, et puis je suis pas toute seule, je suis aussi avec mon conjoint, j'ai de la chance que, voilà, et de grandir dans ce système familial en accueillant les mouvements des uns et des autres, voilà, c'est comme ça que j'essaye au mieux, et de déléguer quand je peux vraiment pas faire autrement, quoi. Voilà. Ce qui permet effectivement de se concentrer et de compartimenter et j'allais dire récupérer du temps, c'est pas tellement l'idée, mais en tout cas de ne pas prendre du temps sur ce que l'on ne sait pas faire et qu'on peut utiliser à d'autres choses où là on est dans notre zone de liberté justement. J'essaie de faire des liens de plus en plus parce que tu vois, même quand j'étais en formation de coach, on parlait vie pro, vie perso, tu vois, nous dans la question on a dit vie pro, vie perso. Mais oui. Et en fait j'essaie de voir les liens.
Ouais. Ma fille m'a énormément inspirée pour des pratiques, pour des articles. Ouais. Le fait de pratiquer avec elle, quand elle était petite, je me souviens, j'avais écrit un truc sur les caplas parce que je m'étais aperçue qu'on jouait au caplas et j'étais pas vraiment là. Et elle m'a dit, maman, t'es pas là, parce que ça, ils savent très bien nous le dire. Oui. Et donc, ça m'a inspiré un truc sur la présence à l'enfant, comment on peut... Et comment, en me remettant dans ce jeu de caplas, en me disant, bah, maintenant, je vais essayer d'être vraiment complètement présente, c'est devenu génial de le faire. Ouais. Et donc, en faisant les ponts, j'ai moins de frustration, parce que c'est ça qui peut être dur, surtout quand t'es une femme, je trouve. Oui. Parce que soyons clairs, c'est encore pas tout à fait égalitaire, hein. Peut enfoncer des portes ouvertes. Et parfois, j'avais de la frustration de me dire, je peux pas développer comme je pourrais, comme je voudrais. Oui. Alors, je fais des liens. D'essayer de moins possible avoir vie perso d'un côté, vie pro, sinon ça marche pas en fait. Ouais. C'est hyper intéressant du coup ça, cette notion de pont entre les deux, pour que tout s'articule et puis finalement, parce que pour le coup, ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes qu'une seule et même personne. C'est ça, bien sûr, et avec plein de parts en nous. Et avec plein de facettes. Ouais. Voilà. Et ces parts, si t'en délaisses une, c'est tout l'être qui est déstabilisé. Ouais. Donc ça j'ai prévu d'en parler d'ailleurs dans la conférence. C'est vraiment important pour moi de faire du lien. Ouais. Et c'est un travail, c'est un rappel. Oui, c'est un travail parce que c'est pas, comme tu l'as dit, en fait, on a trop l'habitude de compartimenter en fait, la vie pro et la vie perso, comme si elles ne se rejoignaient pas. Sauf que quand on est entrepreneur, en fait, tu peux pas. Ou alors tu es en lutte quoi, en permanence, c'est-à-dire c'est pas. Ou alors tu es en conflit, voilà, exactement. Et puis en redéfinissant un peu quel entrepreneuriat j'ai envie de mener, c'est quoi la réussite pour moi, tu vois, j'entrevois des pistes parce que je crée aussi mon modèle à moi, parce que je ne peux pas être toute la journée. Avoir 100K d'abonnés, je sais pas quoi. Non, il y a l'école, je vais chercher ma fille à 16h30, tu vois, une réalité qui me drive aussi, tu vois. Bien sûr. Qui, quelque part, nourrit aussi ma posture pour les limites. Donc, voilà, et j'essaie d'accueillir cette mouvance parce qu'à 10 ans, elle n'a pas le même besoin d'attention que quand elle en avait 2. Voilà, mais c'est un travail. Et ça demande d'y consacrer du temps. C'est très important. Écoute, cette conversation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est absolument passionnante. Je pense qu'on pourrait rester à continuer papoter. On va continuer. Mais alors, voilà, c'est ça. Je te remercie vraiment, Gaëlle, de t'être prêtée à l'exercice. On est vraiment ravis de te recevoir dans Conscience. Impatiente, alors, pour ceux qui seront là, qui auront assisté plus exactement à la conférence en avril, eh bien, vous aurez la joie de réentendre Gaëlle sur d'autres sujets. On va se quitter. Est-ce que... alors là, c'est en live. Allez, j'adore. Est-ce que tu accepterais, et tu as bien évidemment le droit de refuser justement de poser tes limites, mais de délivrer à nos auditeurs quelque chose de surprenant sur toi que l'on ne connaîtrait pas. Petite anecdote, ou tu vois c'est surprenant que il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, parce que ce que vous voyez sur les réseaux d'ailleurs, c'est important. Mais la totalité d'un être humain. Tu me prends de court, je ne sais pas. Un truc qui pourrait être marrant, parce que un truc un peu ridicule, peut-être. Je suis une ancienne amaxophobe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une amaxophobe ? L'amaxophobie, c'est la peur de conduire. Ok. Voilà. Je le dis parce que ça a été longtemps un énorme tabou. La sophrologie m'a énormément aidée à ça. Et ça touche énormément de gens. Ah, mais énormément. Énormément. Ouais. D'ailleurs, j'ai très envie de faire un jour un livre là-dessus, mais bon. Pour l'instant, mon éditeur me dit que c'est une niche, mais je pense qu'il n'a pas conscience que la niche est quand même importante. Et du coup, voilà, donc j'aime déposer cette faille-là parce que j'ai eu beaucoup de mal à le faire dans mon environnement personnel, professionnel, et je suis aussi fière d'écrire un bouquin que je suis fière quand maintenant je me gare sur le parking d'un centre commercial. Je me sens Beyoncé, tu vois, Queen. Ouais. Donc, comme quoi, tu vois, les challenges, c'est où on les met, quoi. Donc voilà, peut-être ça, ce serait un... Et donc, si vous êtes comme ça, amaxophobe, donc c'est un vrai nom déjà, sachez que la sophro et d'autres outils, c'est pas une fatalité. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et qui en souffrent en silence. Alors à Paris, c'est plus simple parce que tu n'es pas obligé de conduire. Oui, donc tu vois, tu peux un petit peu... Ouais, tu peux t'arranger avec la réalité. Donc voilà quelque chose de, en tout cas, surprenant, je ne sais pas, mais que j'avais envie de le déposer là. Merci beaucoup de t'être confiée. Merci beaucoup à toi. Merci Gaëlle, et puis on te retrouve un peu partout sur les réseaux, et je mettrai dans les notes de l'épisode des informations sur les sujets que tu nous as partagés, et notamment ton prochain livre. Ah super, merci beaucoup. J'ai vraiment été ravie de te
recevoir. Merci, Et merci à vous de puis, nous avoir écoutés. pour nos auditeurs, on va se quitter aujourd'hui. J'annonce d'ores et déjà que nous recevrons dans l'un des prochains podcasts Véronica Brown, qui est également sophrologue, entrepreneur, auteur aussi, et la créatrice d'une méthode qui s'appelle Aligner, dont elle nous parlera avec plaisir. Au mois prochain, à bientôt. C'est la fin de cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura permis de faire un pas de côté et de vous apporter de nouvelles pistes de réflexion et d'inspiration. Nous vous proposons de continuer à vous éveiller avec les autres épisodes à votre disposition. Partagez, abonnez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout retrouvez-nous le mois prochain.